Chère Agnès Rampal, adjointe au maire de Nice et vice-présidente de la métropole, qui représentait notre maire président Christian Estrosi. Cher professeur Gilles Kepel, chère Karine Marais, directrice de la programmation du CUM, et cher public du Centre universitaire méditerranéen. Beaucoup de nos contemporains savent à présent qui est Gilles Kepel. Ses ouvrages contribuent avec une particulière acuité au débat. Ses interventions dans l'audiovisuel, en parfaite cohérence avec ses écrits, rendent compréhensibles des thèmes complexes mais passionnants et des situations en apparence illisibles. Le professeur Kepel est un chercheur authentique et entier, un universitaire très proche du terrain. Son credo relève de la pensée solidement argumentée et de l'étude scrupuleuse des lignes de force, ainsi que des paradoxes qui les jalonnent. Intelligence puissante, écrivain au style ample et riche, quoique maîtrisé, élégant et habité de cet humour que permet l'érudition, le professeur laisse aussi affleurer Gilles, azuréen, patriote et citoyen du monde. Intellectuel attentif et urbain, réfléchi et expérimenté, il scrute son époque et en livre le secret de certaines embardées. Nous l'avions reçu le 18 janvier dernier, ici au Centre universitaire méditerranéen, pour son ouvrage autobiographique intitulé « Enfant de Bohème ». Aujourd'hui, il nous revient, grâce à mesdames Rampal et Marais, avec « Prophète en son pays ». Il s'agit d'une exploration dense et lumineuse des 4 dernières décennies qui ont changé les équilibres prévalant jusqu'alors dans le monde. Sa passion pour la Méditerranée, chère à vous toutes et tous et objet du dynamisme incessant d'Agnès Rampal, sa connaissance approfondie du monde arabo-musulman font de cette conférence un moment rare, nécessaire et attendu. S'il faut choisir comment caractériser notre invité, les mots-clés seront l'exigence vis-à-vis de lui-même et le devoir de clarté à l'égard des autres. Je remercie au nom de Madame Rampal, le cabinet du maire et les équipes administratives et techniques du CUM, toujours efficaces. Cher Gilles Kepel, le maire et la ville de Nice, ainsi que le public azuréen, sont heureux de vous accueillir dans le cadre de votre ouvrage « Prophète en son pays ». Pouvons-nous débuter avec une question préliminaire? Qu'attend notre public? L'attentat, c'est-à-dire l'attaque mortelle au couteau commis à Paris voici quelques jours par un jeune franco-iranien de 26 ans, s'inscrit-elle dans un cycle déjà commencé ou diffère-t-elle dans sa signification? Plus exactement, relève-t-elle du djihadisme d'atmosphère que vous aviez défini dans un article du Monde du 20 octobre 2020, au lendemain de l'assassinat du professeur Paty? Merci beaucoup, mon cher Marc. Mesdames et messieurs, chère Agnès, chère Karine, merci infiniment de votre accueil. Ce que tout le monde ne sait pas, c'est que chaque fois que je viens au CUM, j'ai la voix qui tremble, parce que la première photo de votre serviteur qui existe, elle est devant le CUM. En l'hiver 55-56, il y a 3 dames, pour un soir d'hiver comme celui-ci, ensoleillé, qui poussent une poussette, et il y a un petit bout de frémousse qui passe, c'est moi. Et donc, je pense toujours avec beaucoup d'émotion à ces veuves du Midi, ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, je ne sais pas qui est la 3e dame sur la photo, qui sont là et qui, fièrement, puisque les hommes sont morts à la guerre ou ailleurs, poussent ce petit bout de chose, de chair, qui va assurer la perpétuation de la lignée et qui, finalement, alors que tout le monde est disparu, je pense, serait fier que je sois ici devant le CUM, sans même que peut-être elles aient su ce que c'était à l'époque, mais ça n'a pas d'importance. Donc c'est toujours pour moi un moment très émotionnel de revenir ici
et une forme d'ancrage après une vie qui n'est pas encore peut-être complètement finie, quoique certains ont essayé de la couper régulièrement, mais pour l'instant n'y sont pas arrivés, car la force du sanglier de Gorbio reste en moi. Et donc, c'est toujours un grand moment d'être ici, une grande joie. Je remercie aussi Marc Benveniste, qui me fait un cadeau empoisonné, puisqu'il va falloir que je sois à la hauteur de ce qu'il a présenté, et ça n'est pas évident, mais je vais faire de mon mieux. Alors, votre question, cher Marc, ce qui s'est passé au métro Bir Hakeim à Paris, où c'est parti du métro aérien avant la Seine, dans les beaux quartiers, où il y a pas mal de touristes. On est à côté de Trocadéro, pas loin de la Tour Eiffel, et on a cet homme au destin étonnant, les parents des Iraniens athées qui fuient la dictature roméniste, qui viennent s'installer en France, et leurs enfants, au lieu de suivre leur exemple, par des processus dont j'ignore, sans doute le parquet les connaît, le parquet national antiterroriste, qui est sans doute l'institution qui fonctionne le mieux en France aujourd'hui sur ces questions, les connaît puisqu'il a déjà été arrêté pour radicalisation, condamné à 4 ans de prison, puis relâché, et malheureusement l'accompagnement ne suit pas comme vous le voyez, et pris, alors on met ça sur le compte de la psychologie, pourquoi pas, mais le problème c'est qu'il faut aussi l'intégrer, parce que si vous êtes assassiné par quelqu'un dont on dit qu'il est fou ou qu'il n'est pas fou, ça ne vous fait pas beaucoup de différence. Et donc, au cri d'Allahu Akbar, il poignarde un malheureux touriste germano-philippin et blesse gravement à coups de marteau 2 autres personnes avant d'être capturé et sans doute sera condamné à une peine de perpétuité. Ce geste, effectivement, je crois, s'inscrit... Alors, je n'ose plus utiliser djihadisme d'atmosphère, qui est effectivement quelque chose que j'ai créé à Menton. Je me souviens très bien du jour où j'ai écrit ça pour Le Monde. J'étais chez moi à Menton. Et c'est un terme que j'ai emprunté à feu le sociologue Bruno Latour, que peut-être certains d'entre vous connaissez, et qui avait dirigé un recueil d'articles qui s'intitulait « Les atmosphères du politique », auquel j'avais participé à suite d'un colloque à la Fondation Cini à Venise, et qui essayait de montrer comment, aujourd'hui, les grandes idéologies, à l'ère des réseaux sociaux, avaient cédé la place à ce qu'il avait appelé, faute de mieux, des atmosphères, c'est-à-dire des manières de s'agréger à des idées auxquelles on n'adhérait pas forcément par conviction, mais parce qu'elles faisaient partie de ce qui était vers quoi vous dirigez les algorithmes, d'une certaine façon. Aujourd'hui, vous allez sur vos réseaux sociaux favoris parce que l'algorithme a vu que vous aimiez plutôt ceci et plutôt cela, et vous arrivez dans un monde où il n'y a plus de débat, où vous n'avez que des gens qui pensent un peu comme vous, qui agissent ou qui réagissent comme vous. C'est l'une des conséquences tragiques auxquelles nous faisons face aujourd'hui avec l'événement, disons, appelons-le comme ça pour l'instant, du 7 octobre, c'est-à-dire l'attaque qu'a commise le Hamas dans le sud d'Israël, que je vais essayer d'expliquer et de qualifier plus avant. D'un côté, ceux qui s'identifient à la tragédie, pour lesquels ces morts sont les seules morts qui comptent, d'autres qui vont l'occulter, considérer que les seuls morts qui comptent sont les Palestiniens qui ont été tués par les bombardements de l'armée israélienne. Et dans tout cela, nous avons nos sociétés à nous qui se clivent complètement
dans les campus universitaires en particulier, là où au contraire on devrait être dans le lieu où on apprend à penser, à mettre des événements aussi tragiques et aussi violents, sinon à distance, du moins en contexte, et qui se traduisent aussi par des réactions de violence à l'intérieur de notre société, de violence entre guillemets, communautaires, et tout le monde ici s'inquiète de ce que des tensions entre juifs et musulmans dans le pays d'Europe qui comprend le plus grand nombre de populations d'origine, de confession, ou comme on le voudra dans le cadre de la laïcité, de référence juive, et du côté musulman également, avec une proportion respectivement à peu près de 1 à 10, sinon plus, et dans le cadre de la laïcité, encore une fois. Et donc c'est là un véritable souci, un véritable problème pour nous. Comment essayer de penser ce type de phénomène, de penser non pas en soi et pour soi, mais pour éviter sa contamination et pour aussi essayer de nous rendre compte de ce qui arrive dans le monde de manière, si on le souhaite, à orienter nos choix électoraux en fonction de cela. Mais à condition, et c'est l'exigence de l'universitaire, à condition que ce soit réfléchi et non pas à travers une violence d'identification qui se traduit par des calamités de plus en plus importantes à venir. C'est un peu ce moment décisif dans lequel nous sommes plongés aujourd'hui, et ça a été mon attitude constante depuis la parution de ce livre, que j'avais intitulé d'une manière un peu ironique « Prophète en son pays », puisque, comme vous le savez, nul n'est prophète en son pays. Or, depuis une quarantaine d'années, à travers une vingtaine de livres publiés en français et traduits dans à peu près autant de langues, aussi bien concernant ce qui se passait au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, que la situation dans les banlieues françaises, dans les quartiers relégués, j'ai essayé d'attirer l'attention du public et des autorités sur le type de clivage, de recodage identitaire qui était en train de se mettre en œuvre, des tensions dont ils étaient porteurs et porteuses, et également de leur capacité insidieuse à influencer le jeu électoral. Le phénomène a été bien sûr exacerbé au moment où Daesh a exercé ses méfaits sur le territoire français, et nous sommes ici sur l'un des lieux les plus épouvantables, puisque un peu plus loin, bien évidemment, le 14 juillet 2016 à Nice, le camion conduit par Mohamed Larouej Bourlel a fauché, comme vous le savez, un grand nombre de Niçoises et de Niçois. Et je ne peux pas m'empêcher de considérer, alors je ne veux pas jouer les Cassandres, mais que les avertissements, les mises en contexte n'ont pas été prises en considération. Pourquoi ? Parce que nous avons finalement, c'est peut-être l'esprit humain qui le veut, le sentiment que, au fond, tout est dans tout réciproquement, les choses vont passer, les choses vont s'améliorer. Et puis finalement, comme aurait dit un autre auteur qui avait écrit sur la guerre d'Algérie et qui fréquentait parfois Nice, Philippe Labro, avec les feux mal éteints, d'une certaine manière, le brasier peut se rallumer aisément. Et pour répondre à la question de Marc, il n'est pas sans signification que cet enfant dévoyé de ce couple d'Iraniens venus chercher la liberté en France et fuir le fanatisme, convertis par des itinéraires psychiques que j'ignore, et évoqué dans les bafouillements idéologiques justifiant son nom, son acte, la guerre à Gaza et la nécessité de lutter contre le sionisme, l'impérialisme, que sais-je encore.
Et donc on voit bien comment les perceptions sont contraintes par ce type de choses, y compris dans notre pays. Et pour avoir été moi-même condamné à mort par Daesh en 2016, peu avant l'attentat de Nice au mois de juin, et avoir passé 17 mois sous protection, je sais bien ce que signifie ce genre de choses. Je sais bien comment aussi la sympathie d'un certain nombre pour la situation de victimisation à un moment est accompagnée par la gêne des autres, par les collègues qui disent « mais qu'est-ce qui nous emmerde avec ça ? D'abord, il l'a bien cherché, qui lui a demandé de s'occuper de ses affaires, etc. » Et on est dans une situation où on a du mal à trouver la bonne réponse. Pour moi, parce que c'est mon métier, parce que je suis universitaire, je crois que ce qui est important, c'est justement d'arriver à réfléchir sur les choses, à mettre le phénomène en contexte. Ça ne veut pas dire excuser les uns ou les autres, ça veut dire comprendre. Et c'est la compréhension, et comprendre ne veut pas dire pardonner, comprendre ça veut dire au sens propre analyser, parce que c'est de la compréhension que résultent nos choix. Nous sommes responsables, nous sommes dans un pays démocratique, nous avons un bulletin de vote, nous pouvons mettre en œuvre, favoriser des politiques dont nous pensons qu'elles sont bonnes pour notre pays, bonnes aussi pour notre sauvegarde, bonnes pour éviter la fragmentation communautaire dans nos sociétés. Et on peut, bien sûr, voter à partir de n'importe quoi, à partir de ses impulsions, mais c'est justement si on se laisse prendre par ses impulsions, si on agit sans réfléchir, alors les choix, à mon sens, ne sont pas très bons, et le prix à payer d'un mauvais choix électoral est encore plus important que la situation qui prévalait auparavant. L'histoire du XXe siècle et du début du XXIe est trop riche en ces exemples pour que je vous les rappelle. Tout le monde les a à l'esprit. Donc, c'est ça mon positionnement. C'est pour ça que j'écris de manière peut-être compulsive ou répétitive des livres, même si celui-ci a une dimension un peu différente, parce que j'ai essayé de faire comprendre cette nécessité de l'action et de la réflexion en construisant ce livre comme une sorte, je ne dis pas de roman de formation, ce qu'on appellerait en allemand un Bildungsroman, mais en établissant un dialogue permanent entre l'évolution de ces sociétés, du Moyen-Orient et puis les nôtres, marquées par une immigration de plus en plus grande, par une présence de plus en plus grande des populations musulmanes, des conflits liés à l'Afrique du Nord, liés au Moyen-Orient, liés à la sédentarisation, liés au terrorisme islamiste, liés aussi à l'aspiration à s'intégrer dans la société française, une majorité de nos compatriotes immigrés, et d'y contribuer. J'ai essayé de les inscrire, d'inscrire cette histoire, cette grande histoire qui était en train de se faire, dans la façon dont moi-même je l'apercevais, puisque j'en étais le contemporain. Je ne suis pas historien du Moyen-Âge. Je n'ai pas travaillé uniquement sur des manuscrits trouvés dans des abbayes. Mais j'ai à la fois été témoin, j'ai interrogé un grand nombre de gens, ici même. Je me rappelle, quand ma grand-mère était encore de ce monde, elle habitait institutrice retraitée. J'ai grandi chez elle petit à Terramat, que peut-être certains d'entre vous connaissent, au-dessus du port, où elle était directrice de l'école maternelle, et ensuite retraitée sans beaucoup d'argent, évidemment, de l'enseignement primaire. Elle s'était installée dans le quartier de Gorbella qu'on faisait lotir à l'époque, et allait faire ses courses avec sa cousine dans un supermarché qui s'appelait Cap 3000 à l'époque, ça dit peut-être quelque chose aux plus âgés d'entre vous ici, et près duquel il y avait l'association des musulmans des Alpes-Maritimes.
Moi, j'arrivais d'Égypte, j'avais fait ma thèse sur l'Égypte, et je me suis intéressé à ça. Ça s'appelait Hammam, ce qui veut dire en arabe « en avant », l'acronyme Association des musulmans des Alpes-Maritimes. Et c'était la première installation des frères musulmans ici, dans la vallée du Var. J'avais à l'époque mis la main sur leur petit journal à la main, enfin écrit à la main justement, qui montrait la différence entre le bon musulman et le mauvais élève au lycée. Et on voyait Marc, ou je ne sais plus comment il s'appelle, je pense ce prénom c'était toi, mais un autre, disons Gilles, le mauvais élève qui passait son temps à dissiper, et puis Mohamed, le bon, qui lui apprenait le Coran, etc. Et donc il y avait d'ores et déjà une construction identitaire destinée aux enfants qui montrait qu'il n'y avait de salut, d'avenir que par l'adhésion stricte aux règles du religieux, et que ceux qui avaient pour seul cadre de référence l'école laïque, dont ma grand-mère était l'un des hussards noirs, des hussardes, on ne disait pas ça noir, ceux-là étaient voués à la perdition. Et ce genre de choses que je découvre dès le milieu des années 80, quand je reviens à Paris après être allé en Égypte pour étudier les mouvements qui allaient assassiner Sadat. Alors évidemment, je ne savais pas qu'il allait assassiner Sadat, mais quand j'arrive en Égypte pour étudier les mouvements islamistes, parce que je suis curieux de ce qui se passe, qui me semble bizarre, un peu incompréhensible, les gens en Égypte me considèrent, enfin même les Français d'Égypte, les universitaires, etc., comme un cinglé. Qu'est-ce que je vais m'intéresser à un truc qui n'a visiblement aucun intérêt, qui est simplement une manipulation de l'impérialisme pour éviter que les jeunes musulmans d'Égypte ne soutiennent la révolution mondiale sous égide soviétique. Et puis, les gars que je suis assassinent Sadat pendant mon séjour. Et j'ai déjà accumulé un énorme matériau sur eux. Et le lendemain de l'assassinat, des charters d'étudiants américains viennent pour étudier ça, mais j'ai 2 ans d'avance et je publie le livre qui en sera issu de ma thèse d'ailleurs, qui est traduit dans toutes les langues. Et c'est avec ce matériau que je viens en France et que je vais faire les courses à CAF 3000 avec ma grand-mère et que je fais des liens, si vous voulez. Oui. Et c'est un peu comme ça que les choses se sont passées à travers l'existence qui a été la mienne, enfin les 40 ans d'existence professionnelle, parce que j'ai malheureusement un peu plus de 40 ans, comme vous en doutez, qui ont été la mienne et que j'ai essayé de restituer dans ce livre. C'est-à-dire, c'est à la fois comme je dis tout à l'heure, un roman de formation, un itinéraire à la fois intellectuel, qui est bien sûr basé sur mon métier, c'est-à-dire un universitaire, quelqu'un qui analyse des phénomènes sociaux, qui essaye de les rendre compréhensibles au public, qui les enseigne à des étudiants, mais aussi au public plus large, parce que je ne crois pas du tout que l'universitaire doive rester dans sa tour d'ivoire. Il ne s'agit pas non plus de descendre dans l'arène, même si cette salle donne un peu le sentiment qu'ici c'est la fosse au lion et que vous allez faire le pollice verso à la fin si vous n'êtes pas content et que le fauve Marc va dévorer le gladiateur ici, ou le rétiaire va abattre le myrmidon, je ne sais pas. Quoique apparemment c'est pas vrai le pollice verso, c'est une invention du peintre Jérôme, j'ai lu ça récemment, mais bon, c'est vrai. Et le pollice verso, c'est-à-dire c'est quand on baisse le pouce, que la foule dit qu'il faut tuer le gladiateur et non pas le sauver. Donc vous ferez comme, vous verrez, on pourrait le faire tout à l'heure et on verra comment Marc réagira en fonction si ça vous a plu ou non. Mais donc c'est pas du tout ça. Je pense que ça fait partie de la cité. L'université doit informer la cité et vice versa. Elle peut répondre. Et les débordements qu'on voit dans l'université aujourd'hui, l'université clivée par le décolonialisme, le MeToo, les étudiants qui se mettent en grève pour les autres, bon, ils ont le droit d'exprimer leurs idées. Mais mon sentiment un peu attristé, c'est que on est dans la constitution de vérités idéologiques qui précèdent toute réflexion. On confronte ces vérités. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus d'espace de réflexion. Or, l'université, c'est ce qui doit nous porter à être capable d'analyser les faits et nous déterminer. C'est là-dessus que s'est construite notre République. Je ne prenais pas ça pour
une nostalgie, mais au début du XXe siècle, quels étaient les fonctionnaires les mieux payés de France? Les professeurs d'université. Vous riez pas, mais vous devriez, parce qu'aujourd'hui, c'est quasi. Je ne parle pas des enseignants du premier et secondaire qui sont prolétarisés, qui est une honte. Mais aujourd'hui, un professeur d'université, par rapport au salaire du privé à compétences égales, ou même aux primes du secteur public, de la haute fonction publique, c'est rien du tout. Je m'en sors, puisque ce que je fais me permet de vivre d'ailleurs à côté, si vous voulez. Mais c'est un signe de la très faible considération, finalement, que notre société postmoderne accorde au savoir et à la connaissance par rapport à ce que ceux qui ont fondé notre société, les pères fondateurs de ce qu'était en fait la Troisième République, dont nous sommes issus, et dont ce lieu est tellement emblématique, si vous voulez, ce lieu que Paul Valéry, qui était le penseur de cette République française, qui en était l'expression l'une des plus frappantes de l'époque, a consacré. Et c'est cet itinéraire que j'ai essayé de décrire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au djihadisme d'atmosphère, si j'ose dire, et terme que je n'ai pas fait breveter, puisque sinon je serais aujourd'hui multimilliardaire. J'aurais pu racheter le CUM et vous inviter gracieusement. Voilà. Mais cher Gilles, puis-je vous apporter de la contradiction, parce que vous rendez hommage et vous citez abondamment votre maître Rémi Levrault, qui avait cette phrase: il avait bien compris que ce qui lève au sud de la Méditerranée ne correspond pas ou plus aux théories évoquées dans les amphithéâtres. Oui, à l'époque, et Rémi Levrault était l'un de ces rares maîtres qui finalement avait renoncé à sa propre carrière. Il avait écrit un livre remarquable qui est toujours valable sur le Maroc. Il avait suivi c'était une famille de hobereaux normands qui était destinée à faire une thèse sur les votes des agriculteurs normands pour la démocratie chrétienne ou quelque chose comme ça. Par amour pour sa femme hispanisante qui avait été nommée pour enseigner au Maroc, il l'avait suivie et avait fait sa thèse. Effectivement, c'était sur les paysans marocains, et ce qu'il avait intitulé « Le fellah marocain, défenseur du trône ». Il avait ainsi compris comment le roi Mohamed V du Maroc, il y a peut-être certains d'entre vous dont la famille est originaire du Maroc, qui en être venus, s'était appuyé sur le monde rural pour lutter contre les élites urbaines de l'Istiklal qui voulaient liquider la monarchie. Et c'est une analyse très fine qui, par-delà les idéologies à la mode à l'époque, reste toujours très présent pour comprendre quel est le fonctionnement du système politique marocain. Même si la monarchie actuelle s'est adaptée aux transformations de ce qu'est devenu ce pays, bien sûr, avec la mutation mondiale, etc. Mais le Maroc garde le poids d'une très forte agriculture. Et c'est quelqu'un qui par-delà les modes, essayait d'aller chercher les paradoxes de la société pour les élucider. Et c'est en cela qu'il m'a poussé dans cette voie. Beaucoup de choses nous opposaient. C'était un catholique de formation oratorienne pour lequel la foi était très importante. Moi, je suis athée, même si je suis providentialiste. Je fais attention aux signes quand je les vois, mais je ne suis pas croyant. Et sans doute avec un attachement à la laïcité peut-être plus dogmatique, je ne sais pas, que n'était le sien, et qu'il percevait comme une forme d'emprise anticatholique. Mais ce que nous avions en commun, c'était justement ce goût d'élucider le paradoxe. Car il me semble que dans les sciences humaines et sociales, c'est ça qui est particulièrement important, c'est l'élucidation du paradoxe,
Parce que ce à quoi nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne, c'est la doxa, au sens grec, c'est-à-dire l'opinion. L'opinion n'est pas toujours bonne conseillère. Il faut voir par-delà les mouvements de l'opinion ce qui se passe réellement dans la société. Et c'est pour ça, me semble-t-il, que la lecture est si importante, puisque pendant ma carrière universitaire, j'ai dirigé plus d'une quarantaine de thèses, ce qui est un record assez honorable, je pense, par rapport à mes collègues en sciences humaines. Dans les 20 premières thèses, depuis que je suis devenu professeur en chaire, c'est-à-dire le tournant du siècle, donc le quart de siècle qui vient de s'écouler, disons les 20 premières, jusqu'à peu près aux années 2010 environ, il y avait certainement beaucoup à discuter sur le fond. C'est toujours le propre d'une thèse, c'est un dialogue entre celui qui a vraiment travaillé, qui est plus compétent sur son sujet en principe que le prof, qui est là pour inscrire son travail dans la norme de l'université, dans l'ensemble des connaissances disponibles. Mais il n'y avait pas grand-chose à dire sur la forme, c'était parfaitement écrit et lisible. Les 20 dernières thèses, une grande partie d'entre elles, j'ai dû entièrement les réécrire, puisque le livre avait disparu de la culture des étudiants, il ne se nourrissait que du web, alors qui effectivement met à portée un nombre de connaissances absolument inouïes. Moi-même, depuis une dizaine d'années, les sources numériques sont évidemment un accès absolument fulgurant à la masse de connaissances qu'on aurait mis un temps fou à acquérir autrefois. Mais la consultation effrénée du web, l'attention de 3 minutes sur un écran de téléphone, maximum 3 secondes, que dis-je, fait que la capacité à écrire, c'est-à-dire à poser un raisonnement dans sa complexité, et pas simplement être dans une relation binaire A, B ou 0, 1 à un groupe qui pense la même chose que vous, c'est très considérablement érodé. Et pour moi, c'est un facteur de danger, et notamment de danger pour nos sociétés démocratiques. Ce n'est pas du tout un danger pour les sociétés autoritaires, puisque justement, elles sont basées sur un principe de non-contradiction et sur des enthousiasmes d'une foule docile qu'on va lancer en avant au nom d'une idéologie nationaliste, religieuse, aujourd'hui anti-Nord, anti-colonialiste, anti-ceci ou anti-cela, qui permettent aussi de faire passer les mécanismes d'exploitation, d'oppression, etc., inhérents à celle-ci. Et le web et les GAFA qui apparaissent comme, pour tout un chacun, comme une telle liberté qui permettent de ne plus aller à la poste, de plus casser les pieds à faire la queue, de payer les choses en ligne, ça, qui sont effectivement un gain de temps, tant qu'on est capable de comprendre comment ça marche. Pour la plupart d'entre nous, et surtout la génération qui nous suit, ont en même temps des conséquences de déficience cognitive absolument terribles, et particulièrement pour les sociétés démocratiques. Et la démocratie est aussi quelque chose qui fait que qui construit un logos, c'est-à-dire un discours par rapport à la parole qui sort du web. C'est quelque chose qui est argumenté et construit, et qui passe par le travail de l'écriture, de la lecture, et non pas de la simple consultation et du clic. Et ça, pour moi, c'est une alarme. L'agresseur du métro Bir Hakeim, c'est un homme du clic. S'ouvre à votre retour d'Égypte la période dédiée à l'écriture des banlieues de l'islam. Vous avez intégré le CNRS, vous observez, je cite, une France en creux.
Vous notez aussi que la prise de conscience s'effectuera avec un retard considérable. Pourquoi un déni principiel, c'est votre expression, est-il réservé à vos travaux? Bon, le livre a été... le livre sur l'Égypte avait quand même, qui s'appelait Le prophète et le pharaon. J'ai un problème avec la prophétie, visiblement. Le prophète est comme athée, probablement. Le prophète et le pharaon avait quand même attiré un peu l'attention parce que j'étais le seul à avoir travaillé sur l'assassinat de Sadat. Donc, et Sadat était adulé. Enfin, si les plus anciens d'entre vous s'en souviennent ici peut-être, c'était l'homme qui avait fait la paix avec Israël, etc. Et c'était très contracyclique ce qui lui arrivait, vous voyez. Et vu d'ici, vu de Paris Match, si j'ose dire. Et donc, le fait que je sois arrivé en France avec le matériau égyptien et que je sois allé étudier ce qui se passait, ça choquait beaucoup. Rémi Levaux, qui faisait des allers-retours entre la France et l'Égypte en permanence, il était conseiller culturel au Caire, il était directeur de quelque chose d'affaires étrangères ici. Au début du premier septennat Mitterrand, attire mon attention, elle me dit, regardez, il y a quelque chose de bizarre dans les usines automobiles occupées, parce que c'est le début de ce qu'on n'appelait pas encore la délocalisation, c'est-à-dire du fait que les gens qui travaillaient dans les usines étaient débauchés parce que soit on pensait à l'époque on automatisait, soit surtout on faisait travailler, on délocalisait ailleurs. C'est ce que le capitalisme français a fait en masse et qui a été l'une des causes qui ont plongé dans le marasme de notre pays. Vous savez qu'on relocalise aujourd'hui. Et donc, ça a eu pour conséquence que les ouvriers, ce qu'on appelait les OS à l'époque de l'automobile, souvent venus des pays du Maghreb ou d'Afrique noire ou de Turquie, pour travailler à la chaîne, pour faire les 3x8, venus en célibataire, comme ces travailleurs immigrés qui avaient ce cycle, travaillaient 8 heures, ils dormaient 8 heures, etc. Et renvoyer l'argent au pays. Et puis tout d'un coup, ce cycle s'interrompt, ils n'ont plus de travail. Et phénomène d'occupation, de grève-occupation, la CGT était très présente à l'époque, notamment chez les immigrés. Et il y a des prières en début des années 80 dans les usines, dans les parkings d'usines occupées, Aulnay, Talbot, Citroën, ça, des marques qui existaient à l'époque. Et Rémi Levaux me dit, allez voir, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Il y avait une explication toute faite, qui était la révolution islamique venait d'avoir lieu, donc c'était les Iraniens qui distribuaient des tracts pour leur dire de se mettre en grève parce qu'ils étaient contre les infidèles. Et effectivement, les Iraniens distribuaient des tracts, on avait identifié, repéré, etc. Mais ce n'était pas ça qui motivait. Quand on a fait l'enquête, ça avait une incidence négligeable. On s'est rendu compte que les patrons faisaient venir en même temps que les ouvriers l'imam ou le fqih du village qui était chargé, en échange d'un salaire, une petite prime, d'expliquer aux ouvriers, lors de la prière dans l'usine, que plus les cadences étaient rapides, plus vite ils iraient au paradis. Et que face à cela, la CGT avait sorti d'autres imams qui expliquaient que la grève était un don d'Allah et qu'il fallait la faire face à l'injustice qui était incarnée par les patrons. Et comment le religieux était devenu, pour des esprits relativement frustes, un mode d'identification dans le champ social et dans le champ politique, y compris le temps industriel. Oui. Et ça, c'était quelque chose qui était complètement occulté, évidemment. On ne le savait pas en dehors des usines, parce que ça n'avait ni en dehors des centrales syndicales. Et quand je découvre ça, quand je découvre ça dans autre chose, je suis toujours... évidemment, ça, c'est pas très bien accueilli. Une anecdote que j'ai peut-être déjà racontée ici
à Nice, je peux imiter l'accent marseillais sans être perçu comme un Parisien raciste. Donc, je vais pour enquêter dans la cité de la Castellane, inconnue à l'époque, et moi-même je ne la connaissais pas non plus. C'est là que le héros français de l'époque où l'intégration aurait un modèle vivant, c'est-à-dire Zinedine Zidane, porteur des valeurs d'ascension par le sport et porteur de l'image de la France à travers le monde, Zinedine Zidane. Donc, issu de la cité de la Castellane, quand j'y vais, il a 13 ans. Bon, je ne sais pas qui c'est, et je traverse la place Tartane, où j'ai vu ensuite qu'il avait déclaré, c'est là que j'ai tout appris, et je vais voir le responsable d'une association islamique qui était là pour enquêter auprès de lui. Il y a des minots, comme on dit à Marseille, qui tapent sur un ballon de foot, et il y a peut-être Zidane, âgé de 13 ans, qui m'envoie le ballon dans la figure, et bon, je ne le sais pas, et je vais à la mosquée, l'association islamique. Et donc, je m'intéresse au gars qui me reçoit plutôt aimablement, parce que globalement, les gens, même s'ils n'ont pas une passion pour moi, sauf si vraiment ils ont reçu l'ordre de me tuer, mais sont plutôt, quand ils sont arabophones, ouais, plutôt intéressés de ce que quelqu'un qui n'est pas arabe et fait l'effort d'apprendre leur langue, s'intéresse à leur culture, en discute de l'intérieur avec eux. Et ça a été toujours ma ressource, jusqu'à ce que ça soit retourné parfois, mais ça n'empêche pas que je continue. Et donc je discute avec lui, et puis je lui pose une question que on ne pourrait sans doute plus poser en ces termes aujourd'hui. Et je lui dis au fait, donc il écrivait les choses en arabe au tableau, etc. Je lui dis, est-ce que vous êtes français ou musulman? Il me répond, donc pour ceux qui l'ont déjà entendu me pardonnent, je suis ni français, excusez-moi, est-ce que vous êtes français ou algérien? C'est très différent. Je suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman. T'es con. Et t'es con à Marseille n'est pas du tout un hostile, mais c'est un signe de fatigue qui dit bonjour, enfin plutôt un signe d'amitié. Et c'est très intéressant parce que ça signifiait quoi? Ça signifiait le refus de l'État français qui vous tirait par un bras, l'État algérien par l'autre pour vous écarteler, et la reconstitution d'une identité, la reconstruction d'une identité avec les pieds dans la glèbe, dans le turf, comme on dirait en Amérique, c'est-à-dire dans le sol de la cité, marseillais et musulman, c'est-à-dire accroché dans les étoiles, dans le ciel. Oui. Une identité verticale substituée à l'identité horizontale. Et ça, c'était quelque chose qui m'a beaucoup frappé. En plus, ça avait lieu là où le héros français, Zidane, par excellence, était en gestation. Il avait 13 ans ce jour-là, oui. Enfin, il a à peu près 13 ans. Donc, ce genre de choses, c'est ce qui m'a toujours beaucoup intéressé. C'est ce que la leçon de Rémi Levaux, c'était l'élucidation du paradoxe. Et alors, ça a été remarqué à l'époque, le Nouvel Obs qu'on lisait à ce moment-là, ça n'a plus lieu aujourd'hui, on avait fait même sa couverture et 12 pages de bonnes feuilles, catastrophe absolue. Pourquoi acheter le livre? Parce que je vois que le libraire est là, j'essaie de motiver pour que vous achetiez le livre tout à l'heure, c'est pas venu en vain. Les gens, pourquoi achèteraient le livre s'il y a 12 pages dans le Nouvel Obs, ils ont payé 1,50 franc, le livre leur 6 francs ou 8 francs, donc inutile. Jacques Attali m'avait reçu à l'époque à l'Élysée, c'est le conseiller de Mitterrand. Il avait regardé ça poliment, mais ils étaient déjà dans une autre histoire qui était celle des SOS Racisme, qui consistait à fabriquer un autre type de consensus avec ce phénomène, en l'instrumentalisant par rapport à une extrême droite qu'on avait par ailleurs fait monter, qui était Le Pen à l'époque mitterrandienne, qui lui a permis de la réélection pour son second septennat, ce qui impliquait de mettre sous le boisseau ce que j'avais trouvé et de l'instrumentaliser à des fins directement électorales, ce qui est compréhensible du point de vue de Mitterrand, puisqu'il en a tiré le bénéfice, il a été réélu. Mais ce qui, néanmoins, quand on se confie exclusivement aux politiciens pour mettre en œuvre des politiques publiques,
c'est que eux sont motivés par leurs intérêts propres, c'est-à-dire leur élection, leur réélection, que nous entérinons puisque nous votons pour eux ou contre eux. Mais il ne faut pas exclusivement leur confier notre destin. Il est important aussi d'avoir son quant à soi, d'avoir la possibilité de réfléchir sur les actions des uns et des autres. Par exemple, aujourd'hui, on peut se poser la question de pourquoi le trotskiste franc-maçon Jean-Luc Mélenchon s'est fait le compagnon de route des islamistes, si vous voulez. On n'est pas complètement obligé de prendre pour argent comptant ce qu'il dit, vous voyez. Et donc ça, c'est le travail de l'universitaire, et c'est pourquoi, d'une certaine façon, il est pris entre la marginalisation et la récupération. Donc il fait une sorte de funambulisme. C'est pas parce que tout le monde parle de djihadisme d'atmosphère aujourd'hui que je suis parfaitement satisfait de l'usage que les uns et les autres en font. Vers la fin des années 80, vous décidez de prendre du champ. Vous vous demandez en une superbe formule interrogative, je cite, « Comment inscrire mon objet d'étude dans le champ universel ?» De plus, le temps de la réflexion ne vous quitte jamais. Vous explorez deux périodes de l'année 1989, 2 siècles après la Déclaration des droits de l'homme. La première concerne l'émergence des phénomènes que vous observez aux États-Unis. La deuxième a trait à l'affaire du foulard en France. Alors ça, c'est un énorme paradoxe aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vais encore prendre le Nouvel Observateur comme cible. Ils m'ont rien fait de mal, hein, mais bon. Au moment de la chute du mur, donc vous vous souvenez quelle date? Oui, il y a une rumeur, mais une rumeur indécise. La date précise. 9 novembre, voilà. Alors, pour vous donner 9 novembre, ça fait quoi en chiffres? 9-11. Et Al-Qaïda, ce sera 11-9. Rappelez-vous ça pour tout à l'heure. Donc, cet article, cette semaine-là, New Novelos ne parle pas de la chute du mur, ou à peine. Il parle de l'affaire du voile islamique à Creil. C'est pas pour dire qu'ils se sont plantés. C'était d'une certaine manière, ils avaient peut-être anticipé. Alors qu'on est en principe en plein dans les célébrations de la Révolution bicentenaire, et on pense que le modèle de la Révolution française laïque a vocation non seulement française, mais universelle, on ne se rend pas compte que celui-ci est complètement battu en brèche, parce que, d'une certaine façon, le socialisme, entre guillemets, soviétique est une dérivée de la Révolution française dans sa phase première, dans sa phase terroriste, dans la phase Gracchus-Babeuf, si vous voulez, dans un robespierrisme qui n'aurait pas rencontré son œuf thermidor, et d'autre part, l'année 1989 est une année qui est percutée par des événements qui se produisent plus loin que le Moyen-Orient, en Afghanistan, et qui vont complètement bouleverser le monde, avec sans doute une prégnance qu'on ne perçoit pas à ce moment-là, et dont je me demande si ce que nous vivons aujourd'hui, après le 7 octobre, puis les réactions israéliennes, la désoccidentalisation ostentatoire du monde, etc., ne sont pas en train, si on ne vit pas une faille, une rupture de cette ampleur-là. En 1989, donc avant la chute du mur du 9-11, s'est produit l'événement qui allait complètement mettre à bas l'édifice soviétique, c'est-à-dire la défaite soviétique en Afghanistan, qui a lieu le 15 février.
Et elle est causée par la résistance des moudjahidines afghans. C'était le premier djihad, qui allait devenir un mot qui allait faire florès. Personne ne savait ce que je voulais dire à l'époque en Afghanistan. Aujourd'hui, je ne pense pas avoir besoin de vous traduire. Et qui était financé par les pétromonarchies sunnites, Arabie, Koweït, Qatar, etc., Émirats, et armé et équipé par la CIA. Pourquoi la CIA finançait-elle le djihad? Parce que c'était l'occasion de faire tomber, grâce aux combattants du djihad qui étaient appelés en anglais des freedom fighters, des combattants de la liberté, donc qui avaient des barbes comme ça, en Afghanistan, de faire tomber un régime pro-soviétique et donc d'infliger une sorte de Vietnam à l'envers à l'URSS. Les Saoudiens et autres Arabes sunnites du Golfe payaient, la CIA équipait, ça coûtait pas très cher aux Américains. En plus, ils n'avaient pas de morts chez eux, il n'y avait pas de mère de soldats qui allaient venir sur le Mall à Washington. Elle ne sait même pas où c'était, de toute façon, on ne leur aurait jamais donné de visa, les mères des Afghans. Et d'autre part, pourquoi les Saoudiens payaient cette chose-là? Parce qu'il fallait lutter, quelque chose d'encore très important aujourd'hui, dans le monde de l'islam pour l'hégémonie sur l'islam politique. Or, Khomeini, avec la révolution islamique de 1979, avait exercé cette hégémonie et avait battu en brèche la domination saoudienne plutôt pro-américaine, suivie en 1979 par la prise de la grande mosquée de la Mecque, quelques mois après la révolution islamique, qui montrait la fragilité des Saoudiens, d'autant plus que ça coïncidait avec le début du XVe siècle hégirien, XVe siècle musulman, où la tradition veut qu'un rénovateur de l'islam vienne chasser les erreurs et rétablir l'islam dans sa plénitude. Ça voulait dire chasser les Saoudiens. Même si ceux qui avaient fait le coup n'étaient pas du tout pro-iraniens, c'était des ultra-wahhabites qui étaient en réalité étaient financés par le système sans qu'ils le comprennent, qui les avaient dépassés, mais ça avait donné un coup terrible aux Saoudiens et aux Américains. Et donc, le djihad en Afghanistan, c'est faire tomber les Russes et tomber les Iraniens, si vous voulez. C'était tuer deux oiseaux d'une seule pierre, comme on dit en arabe ou en anglais. Et faire deux machins d'un coup, faire d'une pierre deux coups. Voilà, merci. Et donc, le 15 février, en principe, tout ça a marché formidablement, c'est-à-dire l'armée rouge est défaite, c'est un tigre de papier, et le 15 février ouvrira la voie au 9 novembre. Mais ni vous ni moi j'avais déjà 34 ans à l'époque, donc vous avez ma date de naissance maintenant, si vous ne saviez pas. Je savais à peu près lire et écrire, je connaissais l'arabe, je suivais ces questions, mais moi, je n'ai pas vu ce qui s'est passé le 15 février. Il faut dire que c'était en page 28 du journal Le Monde ou d'un autre, car qu'est-ce qui occupait la grande une? Le 14 février. Alors, quand je posais autrefois à Sciences Po la question en amphi, je demandais, bien sûr, contrairement à vous, il n'était pas né, si j'en juge par la couleur dominante des chevelures. Il ne savait pas, et bon, comme ils avaient peur, contrairement à vous aussi, d'avoir une mauvaise note. Si je disais vous, mademoiselle, par exemple, regardez plutôt ses chaussures, et ne sachant quoi dire, vous m'auriez répondu, Karine, d'un air sage, monsieur, c'était la Saint-Valentin. Donc, alors, c'est une chose que je n'ai plus le droit de raconter aujourd'hui, parce que je dis ça c'est féminisme, donc je raconte l'histoire à la fac, c'est IL qui dit ça, enfin, machin, X, genré, racisé, truc, enfin bon. Et donc ce serait plus Karine, mais X, disons, vous êtes rassurés. Et donc, je dis oui, c'est juste, mais c'est pas la bonne réponse, c'était la fatwa. La fatwa de Khomeini contre Rushdie qui, justement, visait à tirer le tapis sous les pieds des Saoudiens et des Américains et à faire de l'islam chiite de Khomeini le défenseur des musulmans opprimés à travers le monde en punissant le blasphémateur Rushdie sacrilège et en le condamnant à mort.
une fatwa qui dure jusqu'à aujourd'hui, qui Rushdie lui-même en a payé les conséquences encore récemment, etc. Mais c'est quelque chose dont il n'avait pas conscience lui-même. Du reste, je raconte dans le livre, j'ai eu l'occasion d'en parler avec lui, il n'avait aucunement mesuré qu'il avait été instrumentalisé par Khomeini. Et ce phénomène de 1989 est absolument clé pour penser ce qui se passe dans le monde durant l'année 89. Vous voyez, la chute du mur de Berlin est elle-même une conséquence de la victoire du djihad et du conflit pour l'hégémonie sur le djihad entre sunnites et chiites. Et il a pour effet, entre autres, que la fatwa, en principe, elle a une fatwa, c'est-à-dire une bulle, si vous voulez, un avis juridique fondé sur les textes sacrés, n'a d'efficace que dans la juridiction du moufti, c'est-à-dire de celui qui la prononce. Pour un chiite, c'est seulement dans le chiisme, et seulement parmi les disciples de cet ayatollah, parce que le chiisme est très fragmenté. Or, Khomeini fait une fatwa, si j'ose dire, pour parler comme les catholiques, urbi et orbi. Et de ce fait, il considère que le monde entier est terre d'islam. Que vont faire nos amis de l'UOIF, l'Union des organisations islamiques, qui s'appelait jusqu'alors En France, dont l'AMAM, l'Association des musulmans des Alpes-Maritimes, était la branche azuréenne? Eh bien, moi, je les fréquente et ils me disent à ce moment-là, vous savez, on a fait notre congrès, Sigil, et on a changé de nom. Je dis, ah bon? On n'est plus Union des organisations islamiques en France, mais deux France. Et jusqu'alors, ça n'était jamais deux France, puisque dans l'imaginaire des musulmans d'Afrique du Nord, la France infidèle avait été expulsée, la colonisation avait été remplacée par un gouvernement des musulmans par les musulmans. Et il ne s'agissait pas, même si les circonstances avaient obligé à partir en France, de considérer que la France était autre chose qu'une puissance d'impiété. On pouvait être les musulmans de Nice, des Alpes-Maritimes, de Lyon, etc., parce que c'était une entité locale sans signification juridique forte, mais jamais de France, car la France était terre d'infidélité. Or, en l'appelant l'UOIF de France, ça veut dire que, me dit-il, désormais il y a des musulmans qui vivent en France, donc ils ont le droit, à l'égard de la France, et le devoir par rapport à leur conscience, d'appliquer les injonctions, les exigences de leur religion en ce qui concerne leurs questions personnelles. Et ça se traduit par l'exigence du port du voile en tout lieu, y compris à l'école. Et c'est ça qui va amener l'affaire du voile de Creil, instrumentalisée par l'UOIF, et dont nous nous tirons à ce moment-là que par la médiation du roi Hassan II, qui, dans une interview par Anne Sinclair, vous pouvez regarder en noir et blanc, où Hassan II, dont on pense ce qu'on veut par ailleurs, parlait un français absolument éblouissant, avec une élégance extrême, habillé avec un chic fou absolu. Anne Sinclair complètement baba. Sans no offense meant, comme on dit en marocain. Et qui dit « j'ai réglé ce problème ». En d'autres termes, les deux des parents étant marocains, des cousins avaient été interrogés par la police marocaine et on leur avait passé l'autre au téléphone et ils avaient bien compris qu'ils avaient intérêt à ce que les filles se calment parce que sinon ça allait mal se passer pour les cousins au bled. Je vous la fais brève et calme, enfin disons, édulcorée. Et donc voilà, ce français très élégant de Sidna s'était traduit par des moyens efficaces, mais qu'on ne pouvait pas utiliser en France. Mais ça n'est que partie remise, et pendant 15 ans, la vie des établissements est empoisonnée par cette histoire. Jusqu'à la commission Stasi, dont j'ai eu l'honneur d'être membre, et bon, je peux le raconter maintenant, parce qu'il y a, si j'ose dire, péremption. C'était à l'époque un jeune conseiller d'État qui n'était pas membre de la commission, mais exécutant un certain Laurent Vauquier, et votre serviteur qui lui était membre, qui dans mon bureau le soir avons concocté ce qui serait donc les attendus de la commission,
c'est-à-dire, qui sera recommandé au passer à la loi, c'est-à-dire l'interdiction du port des signes religieux ostentatoires dans les établissements financés par le contribuable jusque dans l'enseignement secondaire, ce qui a donné du répit, enfin un certain répit en tout cas, aux établissements jusqu'à ce que l'abaya revienne au début de l'année. Bon, ils ont fait ça pour le lancement du livre de Prophète en son pays, mais finalement le gouvernement a simplement appliqué les recommandations de la commission Stasi et établi un rapport de force, et les histoires d'abaya se sont très rapidement dissoutes d'elles-mêmes, et nous avons eu un mois plus tard d'autres enjeux du même type que l'enjeu planétaire de 1989. Donc on a un peu cette espèce de dimension cyclique, si vous voulez. Je ne dis pas que la guerre Gaza, Palestine, Israël et ses conséquences en France, c'est du déjà vu, mais si vous voulez, il y a une sorte de rémanence dans l'imbrication entre les enjeux extérieurs, maghrébins, moyen-orientaux, levantins et français, et ce qui se passe aujourd'hui. Vous voyez, l'attentat de Nice, il est lié aux printemps arabes, à la guerre en Syrie et à l'incapacité encore plus grande de nos dirigeants à l'époque de comprendre ce qui se jouait en Syrie dans les printemps arabes. Vous vous souvenez qu'ici, finalement, on n'était plutôt pas mécontents qu'un certain nombre de jeunes niçois partent en Syrie, puisque ils allaient jeter leurs gourmes là-bas, et puis finalement, le régime de Bachar el-Assad, c'était l'abomination de la désolation. On n'a pas du tout anticipé en temps réel ce qui allait se passer là-bas, c'est-à-dire un endoctrinement qui aurait pour objectif de revenir vers la France et d'y semer la terreur et la désolation. Les Alpes-Maritimes, comme vous le savez, ayant eu le triste privilège d'être le deuxième exportateur de djihadistes en Syrie, après la Seine-Saint-Denis. Votre séjour à Kaboul en 1998 vous impressionne et vous observez que c'est un 7 octobre, mais de l'année 2001, que Ben Laden fait sa première apparition après le 11 septembre. Ça, je ne pouvais pas le prévoir par rapport au 7 octobre 2023. Vous analysez le phénomène de la terreur et l'attentat de Madrid 2004, avec ses signifiants dont vous allez nous parler. 911 jours après le 9/11, après le 9. Vous analysez aussi les soulèvements au sein des pays arabes de la sphère méditerranéenne. Vous évoquez, je cite, « l'illusion de la liberté que procura pour de brèves années la chute des despotes. Ce déchaînement de violence était-il prévisible ?» Sur le coup, on a tous voulu y croire, moi compris. Et au fond, on a été pris dans une espèce de... C'est un peu une prophétie autoréalisatrice qu'on a eue toutes ces années. C'était au fond de croire Fukuyama contre Huntington. Bon, on n'est pas obligé de choisir l'un contre l'autre, bien sûr. La voie moyenne est probablement entre les deux. Mais Huntington, c'est le clash des civilisations, c'est-à-dire aujourd'hui, ça a l'air plutôt de marcher, puisque c'est alliance islamo-confucéenne contre l'Occident. Donc, si on voit la Chine et les pays islamiques, disons, ça peut donner le sentiment que c'est plus ou moins comme ça que ça fonctionne. Fukuyama, c'était la fin de l'histoire, c'est-à-dire fini les conflits de classe, tout le monde et toutes les civilisations, tout le monde va suivre le modèle américain, il y aura des démocrates et des républicains partout, et c'est comme ça que l'humanité va aboutir. C'est la fin de l'histoire au sens de Hegel. La société parfaite sera trouvée. Comme vous le savez, ça, les gens le croient, mais Fukuyama est toujours présent. Il était invité aux 70 ans de l'Express comme un oracle. Mais enfin, c'est ainsi, l'Amérique a une capacité d'influence qui est due plus à sa langue peut-être qu'à ses idées. Et donc, on était plutôt fukuyamesque, on a toujours envie de croire à ça. Et on a cru que les printemps arabes, ça y était, c'était après la chute des colonels en Grèce, de Salazar et de Franco au Portugal et en Espagne, après la chute des
des régimes soviétiques en Allemagne de l'Est, en Europe de l'Est, c'était maintenant le tour des Arabes, et que l'islamisme n'était que le résultat des dictatures. Et à partir du moment où les dictatures allaient tomber, les sociétés démocratiques allaient naître également dans le monde musulman. Alors il y a eu des gens qui étaient porteurs de ces idées, bien sûr, mais ils n'ont pas réussi à les imposer pour des raisons multiples qui tiennent à la culture politique notamment, à la prégnance du religieux aussi, bien sûr. Et en dépit de brefs intermèdes, dont le plus long a été en Tunisie, avec toutes ses vicissitudes, telles qu'on les a connues ici notamment, l'aboutissement des printemps arabes s'est traduit soit par le rétablissement de régimes d'autant plus autoritaires, soit par un chaos total qui s'est traduit par la prolifération djihadiste, les massacres qu'on a connus, et aussi, surtout, la rétroprojection du djihadisme sur le territoire européen à partir de ceux qui étaient partis d'Europe vers le Levant ou vers l'Afrique du Nord, surtout vers le Levant et le front irako-syrien, par opposition à Al-Qaïda, qui était un phénomène qui visait principalement les États-Unis, c'est-à-dire l'ennemi lointain, alors que là, il s'agissait, dans cette dernière phase du djihad, du djihadisme mondial, celle que Daesh va mettre en œuvre et qui est prêchée par un Syrien de culture française qui étudie et qui a ses idées quand il étudie à la faculté de Jussieu, des études d'ingénieur qui ne finira pas. Ça sera ce djihadisme en réseau, ce djihadisme réticulaire qui continue aujourd'hui à, malgré la destruction de ce qu'il y avait d'organisationnel dans Daesh, qui finalement a comme fécondité aujourd'hui le djihadisme d'atmosphère sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de construire aussi en rétrospective, un livre après livre, évidemment. Je ne me suis pas rendu compte de ça tout de suite, mais avec le recul, et à partir d'un livre précédent qui s'appelait « Sortir du chaos », que je crois que j'étais venu présenter ici même du reste, c'était de voir comment on pouvait structurer en phases successives le phénomène, montrer comment il y avait eu le djihad en Afghanistan, qui avait réussi avec la chute de Kaboul, mais raté dans ses remakes algériens, égyptiens, bosniaques et tchétchènes. J'avais peu étudié la Tchétchénie à l'époque parce qu'on n'y connaissait rien, on n'avait pas accès. La question tchétchène, très importante des Alpes-Maritimes, parce que vous savez que les Russes blancs venaient déjà avec leurs Tchétchènes comme garde du corps à la fin du 19e siècle. Et ça a continué avec les oligarques. Et puis les Tchétchènes ont fait la paix sur les pointes d'île du Liseron et des Moulins aussi, puisqu'ils ont réconcilié les gangs rivaux. Alors on peut considérer qu'ils ont une influence positive, mais il y a eu d'autres aspects plus négatifs, notamment l'assassinat de Samuel Paty et mille autres choses. Et au fond, ça rate, et c'est la fin de la première phase du djihad à la fin du XXe siècle. Et vous avez l'idéologue de Ben Laden, Ayman Azawahiri, qui dit pourquoi ça a raté, parce que les masses musulmanes ne se sont pas soulevées, ils ont eu peur de l'Occident. Donc on va projeter le djihad contre l'ennemi lointain, les États-Unis. C'est le 11 septembre. Le 11 septembre qui montre que l'Occident n'est pas une puissance superbe et invincible, mais qui a un défaut dans la cuirasse. Comme tel, Al-Qaïda ne réussit pas. Ils veulent utiliser la rétorsion américaine en Irak pour infliger à l'Irak un Vietnam, de nouveau, à l'Amérique un Vietnam, de nouveau en Irak, ou ce que les Russes ont subi en Afghanistan. Ils n'ont pas fait attention que la plupart des Irakiens sont chiites, qui ne veulent pas des sunnites d'Al-Qaïda. Et donc, le phénomène va se retourner. Échec d'Al-Qaïda, finalement, en Irak, échec de ce modèle terroriste pyramidal, et c'est là que Daesh naît sur ses décombres, en accentuant la fracture chiite-sunnite, et surtout
en créant ce djihadisme d'aller-retour entre le Levant et l'Europe principalement plutôt que l'Amérique. L'objectif du Daesh, c'est l'Europe et surtout la France. Et c'est là que ces idées ont été conçues, c'est à Jussieu. Les Alpes-Maritimes ont été particulièrement visées, entre autres choses parce que le premier soulèvement qui réussit, c'est la Tunisie, et Nice et Tunis, ça rime, comme vous savez, et c'est à 45 minutes de vol. Les prisons sont libérées immédiatement, et la plupart des djihadistes tunisiens qui sortent de prison courent se réfugier à Nice dans leur famille. Et c'est ici que le prosélytisme s'est développé si vite à travers des réseaux dans les mosquées de Nice et de ses environs, pas seulement à Nice, à Cannes aussi et ailleurs. Donc c'est ça qui va, avec aussi beaucoup de conversions, c'est ce qui va expliquer que les Alpes-Maritimes ont joué ce rôle si éminent, si je puis dire, dans le djihadisme de Daesh. Et ça, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire au fur et à mesure, c'est-à-dire d'inscrire ce phénomène, non pas dans un truc erratique, mais dans un processus logique qui apprenait de ses erreurs, qui corrigeait des choses qui n'avaient pas marché, qui essayait de nouveaux modèles. Aujourd'hui, avec le djihadisme d'atmosphère, on était dans une phase, en tout cas jusqu'à ce qui s'est passé le 7 octobre, dans une phase où les réseaux sociaux, finalement, l'avaient emporté, où des individus étaient nourris de cette espèce de bouillie djihadiste, considérant qu'il y avait le séparatisme, que les infidèles, les mécréants, leur sang était licite, leurs biens étaient licites, que la division entre mécréants et croyants était pertinent en France, que les mauvais musulmans, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient pas dans les djihadistes, étaient des apostats, que leur sang était encore plus licite, etc. Mais c'était quelque chose qui était sans véritable organisation et sans grande cause. Ça donnera la décapitation de Samuel Paty à partir d'une fausse rumeur sur les réseaux sociaux. Ça donnera aussi l'assassinat causé par Brahim Aïssaoui dans la basilique de ces 3 personnes le jour de l'anniversaire du prophète qui était à l'église, par quelqu'un qui venait de passer la frontière à Menton, qui avait probablement eu son cerveau lavé dans les centres de rétention à Bari, et avant de passer la frontière clandestinement, au-dessus de chez moi. Et tout cela était resté, je n'ose pas dire résiduel, mais atmosphérique. Oui, il y avait aussi l'affaire du gars du Pakistanais, qui n'est pas le Français, qui avait attaqué des gens à coups de machette devant le siège de Charlie Hebdo, parce qu'il croyait que c'était là, au moment où Charlie Hebdo avait cru opportun, je ne pense pas qu'il fallait le faire, de republier les caricatures, alors même que la justice suivait son cours pour condamner les assassins. Mais, bon, c'est une autre histoire. Mais là, depuis le 7 octobre, et avec les clivages qui sont en train de se produire d'une façon qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, me semble basée essentiellement sur des réflexes et non sur une mise en perspective et la réaction, je crains que ne se développe justement un nouveau carburant pour le recours à la violence qui est basé à la fois, on en parlera peut-être maintenant si c'est ce que vous souhaitez, Marc, mais je ne connais pas votre agenda secret, à la fois sur la façon dont est perçue l'attaque du 7 octobre par ceux qui l'ont commise, comme une razzia dans le méta-récit djihadiste, une razzia qui finalement est un peu semblable au 11 septembre, qui en arabe s'appelle El-Razouaten El-Mubarakaten, c'est-à-dire la double razzia bénie, et qui va aussi être perçue de plus en plus désormais de manière réactive comme une vengeance légitime pour venger donc les
milliers ou dizaines de milliers, selon les sources, de victimes palestiniennes des bombardements israéliens sur le nord hier et sur le sud désormais de la bande de Gaza. Donc on voit bien comment se met en place un système de récits contrastés dans lequel, faute d'une capacité à y répondre de notre société, de notre État, à une capacité à penser les choses, nous nous trouvons en état de très grande fragilité. Avant de vous poser la dernière question, je voudrais féliciter notre public sur les 546 personnes qui sont là. 4 sont partis, ce qui témoigne quand même du fait que chacun est suspendu à vos lèvres. Vous avez peut-être quelque chose à faire. Je voudrais aussi dire que cet ouvrage, Prophète en son pays, est ligne à ligne un véritable chef-d'œuvre dans l'expression, chef-d'œuvre dans l'analyse. Il y a des morceaux d'anthologie, et parmi ceux-là, je vous conseille la conversation avec Salman Rushdie, qui est tout à fait édifiante, et la rencontre avec Michel Houellebecq et ses suites. Professeur, une dernière question avant de vous livrer à notre bien-aimé public. Votre ouvrage « Terreur dans l'Hexagone » est prêt à être imprimé, vous l'avez achevé, au moment où surviennent les attentats du 13 novembre 2015, et vous êtes amené à combler rapidement ce qui est arrivé en lui donnant une explication la plus cohérente possible. Est-ce qu'à présent, vous ne vous trouvez pas dans la même situation depuis la sortie de Prophète en son pays? Et est-ce que vous nous préparez quelque chose qui soit précisément un apport à la contemporanéité des choses? Il me semble en effet que c'est nécessaire parce que, il n'a pas échappé à la plupart d'entre vous que du coup, je me suis retrouvé assez présent, comme si j'ose dire l'orientaliste de service, pour assurer on a gagné un spectateur, vous voyez, donc qui fait, si je ne veux pas, mais qui fait significativement, je l'en félicite, baisser la moyenne d'âge. Donc et on décide de sa vocation. Voilà, donc je ne sais pas, je te félicite, c'est très gentil d'être venu. Comment t'appelles-tu? Joseph, très bien. Alors Joseph est le bienvenu, oui. Donc, Marc essaye de le récupérer tout de suite, mais donc... je crois effectivement que c'est important. Il me semble que c'est faisable, pas forcément un livre dans cette ampleur-là, mais de mettre sur le... Enfin, je sens que c'est un peu une sorte de responsabilité civique pour moi, c'est ainsi que je le perçois, d'essayer de mettre justement sur le papier, de mettre papier sur table. Vous savez, c'est une expression de Pascal. Pascal est confronté à un débat quand on découvre la Chine. Et rien dans la littérature, les classiques, etc., les textes profanes, les textes religieux, n'a permis au monde européen de son époque d'intégrer la Chine. Les Mahométans, les Juifs, la Syrie, l'Égypte, l'Empire romain, tout ça s'était hiérarchisé, construit, mis en récit, comme on dirait aujourd'hui. Mais la Chine, c'est une découverte. En XIIIe siècle, Marco Polo va au pays de Cathay, mais il ne comprend pas ce n'est pas comme quand ensuite les Portugais vont débarquer à Canton. Là, c'est tout à fait différent. Il découvre un pays formidable, gigantesque, où il n'y a pas beaucoup de religieux, pas beaucoup de croyances dans le religieux, et c'est ce qu'il appelle que faut-il croire le plus, dit-il, Moïse ou la Chine. Il y a un livre très intéressant du sinologue François Julien qui porte ce titre, Moïse ou la Chine. Et Pascal dit, il ne faut pas simplement se contenter de juger, il faut mettre papier sur table, qui est une très jolie expression du XVIIe siècle, parce qu'il faut travailler, il faut essayer de comprendre. Alors, je ne veux bien sûr pas me comparer à Pascal, vous imaginez, mais
lui découvre ça. Là, en ce qui nous concerne, il ne s'agit pas d'une découverte, il s'agit simplement d'un ajustement qui permettrait d'avoir des défis auxquels nous sommes confrontés la perspective la plus claire. Après, chacun peut choisir comme il veut, mais au moins, je pense qu'on a quand même maintenant des éléments de recul qui permettent de ne pas penser n'importe quoi, quelle que soit la mobilisation que les uns et les autres peuvent vouloir avoir en solidarité avec les uns ou les autres. Merci, je pense que nous pouvons l'applaudir.